Ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Kiosque, le rendez-vous de la presse francophone et internationale de TV5 Monde. Au sommaire cette semaine, c'est une scène qui a fait le tour du monde des médias et des réseaux sociaux. 2 directeurs d'Air France, la chemise arrachée par des personnels de l'entreprise après l'annonce d'un nouveau plan dit de restructuration. Mais où en est le dialogue social en France ? Autre temps fort de la semaine, Marine Le Pen, vous la voyez à l'écran, la chef du Front National qui prend à partie le président français et la chancelière allemande en plein Parlement européen. Eux, ils étaient venus défendre justement l'unité européenne. Enfin, comment dissuader les jeunes de partir faire le djihad en Syrie ou en Irak ? En France, leur nombre a doublé en un an. Le gouvernement français a lancé cette semaine une nouvelle campagne. Des parents témoignent. La carte de l'émotion et de la famille peut-elle changer la donne ? Alors, pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau de Kiosque, tout d'abord Christine Cardellan, merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste, directrice adjointe de la rédaction de l'Express. Vous signez d'ailleurs chaque semaine une chronique au stylo bien affûté dans les colonnes de l'Express. Vous êtes aussi directrice de la rédaction du magazine L'Expansion. Vous êtes aussi l'auteur d'une douzaine d'ouvrages, notamment des romans. Le dernier en date est une bio du comte de Tocqueville, grand penseur du 19e siècle, selon vous, publié chez Lafon. Et puis à noter aussi, vous avez été l'une des fondatrices du Women Forum, un forum qui chaque année évoque les questions des femmes dans l'entreprise. Pour la première fois dans Kiosque, nous accueillons Jean Stern. Merci d'être avec nous. Vous avez effectué une grande partie de votre carrière à Libération. Vous êtes aussi l'un des fondateurs du magazine Guépier. Et depuis octobre 2014, vous êtes à la tête de la rédaction de La Chronique, le journal de la section française d'Amnesty International. Et puis, on vous doit également un livre publié en 2012, publié donc aux éditions La Fabrique, Les patrons de la presse nationale, tous mauvais, et cela sans point d'interrogation. Alors, également avec nous, un visage connu dans Kiosque, Philippe Turn. Vous êtes journaliste britannique à Radio France Internationale et vous êtes aussi correspondant en France pour plusieurs médias du Royaume-Uni. Et enfin, autre visage connu à Kiosque, Antoine Menuisier. Vous êtes le correspondant à Paris du magazine suisse L'Hebdo et vous avez été aussi rédacteur en chef au Bondi Blog. C'est un média français collectif qui fête cette année ses 10 ans et qui s'est fixé pour mission de raconter la vie dans les quartiers. Merci à vous 4 d'être avec nous. Kiosque, c'est parti. Alors pour entamer cette émission, l'actualité depuis hier, c'est bien sûr ces attaques meurtrières à Ankara en Turquie. Dernier bilan, une centaine de morts et 200 blessés. Ce double attentat visait une manifestation pour la paix. Il a très probablement été donc commis par 2 kamikazes, c'est ce qu'a affirmé le Premier ministre turc. Cette manifestation qui a été visée donc rassemblait des militants de partis, de syndicats et d'ONG de gauche proches de la cause kurde. Ils étaient venus manifester près de la gare d'Ankara pour dénoncer donc la reprise du conflit kurde. Cette attaque, il faut bien le préciser, intervient quelques semaines avant les élections législatives en Turquie. 3 jours de deuil national ont été décrétés. Une manifestation donc en hommage aux victimes a eu lieu dès hier soir à Istanbul, quelques 10 000 personnes, et puis encore ce matin, mobilisation également à Istanbul. Parmi les slogans entendus, Erdogan démission, Erdogan meurtrier. Une question, tout serait donc, en tout cas selon l'opposition, de la faute au président Erdogan. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas d'accord autour de cette table? Qui veut s'exprimer? Peut-être Jean Stern? Écoutez, j'en sais rien pour l'instant, et seule l'enquête pourra le révéler. Une enquête qui risque, hélas, d'être assez trouble. Il y a quand même 2 choses qu'on peut rapprocher dans cette dernière séquence, ces 24 heures. Cet attentat terriblement meurtrier, quand même, qui touche le camp de la paix, qui touche en partie la nouvelle gauche turque qui est en train d'émerger, avec le HDP, le Parti des peuples, qui a regroupé 13,2% des voix aux dernières élections. On peut rapprocher cette espèce de durcissement du régime turc face à son opposition à ce qui s'est passé la veille avec le prix Nobel décerné au contraire au dialogue national en Tunisie, et cette espèce de capacité qu'a eu la société tunisienne, les syndicats, les patrons, les avocats, la Ligue des droits de l'homme tunisienne, de se rassembler pour changer la société. Je crois que ça, c'est une bonne leçon, bien sûr, pour la Tunisie, mais également pour les démocrates en Turquie qui rencontrent de très nombreuses difficultés avec le durcissement de ce régime et bien
sûr le contexte régional. Alors c'est l'un des plus graves attentats qui touche la Turquie. Antoine Menuisier, quelle réaction par rapport à ces attaques? Qu'est-ce que ça dit de la Turquie aujourd'hui? Je pense qu'on peut se poser la question de savoir qui ça vise finalement. Et ça vise une partie qu'on dit minoritaire, je crois, et qui est reconnue comme étant très minoritaire en Turquie, mais qui est en fait la jeunesse turque ouverte sur le monde. C'est un parti un peu bobo, plutôt gay-friendly, communiste, enfin des idées de gauche progressistes, qui est la jeunesse de la place Taksim. C'est cette jeunesse-là qu'on a visée, et c'est cette population-là qu'on a visée. Alors certes, elle n'est pas du tout majoritaire dans les campagnes, mais précisément, c'est peut-être ça. Alors on va chercher, on va essayer de... En effet, on va laisser l'enquête se faire, bien sûr, mais les services, pas les services, qui dans les services, Erdogan ou pas, mêlé ou pas, on ne sait pas, mais on peut penser que ce peut être aussi des djihadistes qui ont commis cet acte-là, parce que justement cette société-là, cette jeunesse-là dérange. C'est la jeunesse diabolique, et il y a un coup d'arrêt peut-être à marquer dans ce processus-là, savoir qu'en Turquie, il y a une jeunesse qui est très, alors tout à fait opposée à celle-ci, mais qui est fan de Daesh. Et donc, ceci peut expliquer cela. Le double jeu de la Turquie, peut-être, dans le conflit syrien, Philippe Turn? Ce qu'il faut, pour moi, on ne peut pas ne pas être ému devant les images de toutes ces pauvres personnes qui ont perdu la vie, alors que ça aurait dû être une manifestation pour demander plus de démocratie dans le pays. Ça, c'est ma première réaction. Deuxième chose, je pense qu'il est fondamental maintenant de réinstaurer un dialogue entre le gouvernement turc et les PKK, qui est rompu depuis ces derniers attentats qu'on a eu il y a 2 mois à peu près, parce qu'on est dans une situation où on ne sait pas trop qui a intérêt à faire cela. Ça peut être le gouvernement turc d'un côté pour affaiblir les Kurdes, parce que vous vous rappelez que les prochaines élections, c'est les deuxièmes élections cette année, parce que la dernière fois, un gouvernement n'a pas été créé. Donc le pays retourne aux urnes le 1er novembre, et donc l'HDP risque de ne plus être au gouvernement après. Donc ça c'est, je trouve, dommage, et il faudrait qu'il y ait une espèce de dialogue qui se crée de nouveau avec les Kurdes, parce qu'ils ont face tous les deux à une menace en face, ce qui veut dire que peut-être que l'État islamique a intérêt à venir faire exploser des kamikazes dans une foule pour monter les Kurdes contre le gouvernement et dire aux Kurdes, c'est le gouvernement qui est responsable pour cette explosion. Donc c'est une vraie casse-tête, et je pense qu'un dialogue, et il faut fondamentalement recréer un dialogue pour arrêter les hostilités entre les deux parties dans le même pays. Les slogans très violents contre le président Erdogan ont été scandés ce matin lors de ces manifestations en hommage aux victimes. Christine Cardellan. Effectivement, l'opposition se dit à qui profite le crime, à qui profitent les crimes. Et c'est vrai que le gouvernement et Erdogan peut avoir intérêt à jouer cette stratégie de la tension à 3 semaines des élections pour faire venir vers lui les votes de la frange la plus nationaliste de son électorat. On va remercier Christine, qui avait une extinction de voix ce matin et qui est venue malgré tout participer à Kiosque. C'est arrivé ce matin. Tout va bien. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ont intérêt à ce que cette jeunesse dont vous parliez tout à l'heure, cette jeunesse plus moderne, qu'on marque un coup d'arrêt. Et aussi bien, effectivement, le gouvernement que l'État islamique peut avoir intérêt à faire reculer. Et pour l'instant, pas de revendication donc, de ces attentats. Nous y reviendrons, bien sûr, dans les rendez-vous de l'info sur TV5 Monde, et notamment dans le 64, tout à l'heure à l'antenne. Alors, on va revenir à présent sur ces images qui ont fait le tour de monde cette semaine. Elles ont choqué, elles ont aussi été surtout très commentées, des salariés très en colère et des directeurs très violemment pris à partie, des chemises qu'on arrache. C'était bien sûr lundi à Air France. Ce que vous avez vu lundi, ce n'est pas le vrai visage d'Air France. Air France, c'est ça. Air France, c'est nous. Et Air France, c'est pour vous. Monsieur Gagé indique qu'il y allait y avoir 2900 suppressions d'emplois.
peut justifier de tels agissements. Ces agissements sont l'œuvre de voyous. La justice devra identifier ceux qui se sont livrés à cette violence inqualifiable. It's not about France, it's about stupid people, and they will condemn for that. Love's in the air. Voilà, un montage réalisé par notre équipe de kiosque pour bien décrypter ces images. On a vu donc les images des événements de lundi. Et puis, cette musique et ces images d'hôtesses en train de sourire, eh bien, c'est une campagne de promotion d'Air France qui a été lancée eh bien, cette semaine par le service de communication d'Air France, qui a souhaité évidemment réagir et tenter de rétablir eh bien, une bonne image d'Air France auprès de sa clientèle mondiale. Voilà, on a du mal à mesurer évidemment l'impact qu'aura eu sur la clientèle d'Air France de ces événements de lundi. Mais on va le voir, les photos du DRH, du directeur des ressources humaines, Xavier Brezetta, torse nu, ou alors de l'autre directeur qui se retrouvait la chemise en lambeaux. Eh bien, ces deux clichés ont fait la une un peu partout dans le monde. On le voit ici sur tous ces journaux. Cela a même donné lieu à une vraie surenchère parfois. Exemple, le quotidien italien, la Vanguardia, qui dit, je cite, « On aurait dit qu'ils avaient été attaqués par des lions en pleine jungle ». Ces images, ces scènes de violence, sont-elles le vrai reflet du dialogue social aujourd'hui en France? Christine Cardenan. Je crois qu'il y a toujours un effet loupe sur les boss snappings, ce qu'on appelle les boss snappings, c'est-à-dire les enlèvements de patrons ou les violences sur les patrons telles qu'elles ont eu lieu pour Air France. Mais il y a toujours un effet loupe lorsque ça se passe en France. Donc je veux cautionner évidemment ce genre de violence et confondre la fonction et l'homme, c'est absolument scandaleux. Mais c'est vrai que quand ça se passe en France, nos amis anglo-saxons s'en donnent à cœur joie. Alors que lorsque ça arrive en Chine, où on a eu un patron et sa femme qui ont été brûlés dans leur maison par les ouvriers de l'usine, ou en Inde, où on a eu un DG battu à mort aussi par ses ouvriers, bon, évidemment, j'y pas, on en parle moins, mais ça fait moins de bruit que lorsque ça se passe en France. Cela dit, il faut bien reconnaître que le dialogue social en France est particulièrement archaïque et que sur le dossier Air France, on le voit en ce moment. Alors, Philippe Turle, cette presse britannique, en effet, je n'ai pas cité, mais enfin, vraiment, il y a eu des remarques assez... On s'est donné... on a fait du French bashing, désolé, mais voilà, dénigrement français qui aime bien la presse britannique. On y est allé plutôt à cœur joie cette semaine. Moi, je dis quelle pitoyeuse image de la France et quelle honte de voir des choses pareilles aujourd'hui dans une réunion pour parler de l'avenir de la compagnie, que deux membres de cette société sortent les chemises arrachées, comme vous avez dit, si vous avez été attaqué par les lions dans la jungle. Donc, je trouve que c'est tout ce qui est le plus mauvais pour une image de société. Alors, évidemment, c'est facile de faire du French bashing du côté de l'autre côté de la Manche, en Grande-Bretagne, ce qui est l'un des sports nationaux des Britanniques. Donc, quand on est face à des images pareilles, c'est du pain béni pour la presse, surtout les tabloïds, pour dire, voilà, ce qui va arriver si vous prenez Air France, vous arriverez en France, les vêtements déchirés, vous n'êtes même pas sûr d'arriver. Et aux États-Unis, c'est encore pire. On a même traité les avions de Air France comme des no-go zones, en disant, si vous montez à bord, vous n'êtes même pas sûr d'arriver en France. Donc, ça va à l'encontre de ce que ces personnes qui ont fait ces violences souhaitent, à savoir, si on donne une image d'Air France tellement mauvaise que les gens n'osent plus monter à bord, eh bien évidemment la compagnie ne marchera plus. Donc il fallait quand même, je pense, aller d'une façon un peu plus respectueuse de la direction de la société. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est évidemment, je comprends qu'il y a un problème avec les réductions d'effectifs pour une société comme Air France. Mais Air France, parmi tous les autres compagnies aériennes, a deux choix. Ils sont
au bout d'une longue situation où ça marchait bien et maintenant ça marche moins bien. Il y a d'autres sociétés comme British Airways chez nous qui a quand même fait des réformes. Maintenant ça remarche, mais non sans difficulté. Air France est face à cette situation. Les compagnies américaines aussi. Voilà, les compagnies. Mais si Air France ne fait pas le nécessaire, elle va finir comme Swissair ou comme TWA ou une société comme ça n'existera plus. Donc la situation est quand même grave. Là, les gens, il faut qu'ils se rendent compte. Et le problème en France, c'est que c'est d'abord un pays où c'est faire des réformes, c'est carrément impossible, très difficile. Ça, c'est bien connu. Et les Anglais s'en moquent assez régulièrement. Je pense que si on fait rien, évidemment, la société, c'est la première chose qui va souffrir et Air France risque de disparaître. Non, Jean Stern, je vois que vous vouliez réagir. Est-ce que ce sont les réformes qui sont impossibles en France ou le dialogue social qui n'existe plus? Les deux, mon capitaine, si je peux me permettre. D'abord, il faut dire une chose. Ça fait 20 ans, voire 30, que les différents gouvernements français, de droite comme de gauche, n'ont pas fait les réformes nécessaires à Air France, n'ont pas fait le travail de dialogue social à Air France. Ça fait de très longues années que le dialogue social est bloqué à Air France. Ça fait plus de 20 ans que l'entreprise n'arrive plus à discuter avec ses personnels, avec ses pilotes, avec ses hôtesses. Et pour prendre Air France assez souvent, il est clair que malgré les efforts du personnel, le service d'Air France s'est considérablement dégradé, les tarifs d'Air France se sont considérablement dégradés sur le plan international, face aux compagnies asiatiques, face aux compagnies low cost en Europe, et que donc là on arrive dans une situation avec une entreprise qui a été mal gérée depuis 20 ans, et qui au lieu là de lancer un vrai dialogue social, met en partie tout sur la responsabilité personnelle, alors que la responsabilité de ses actionnaires, et de l'État notamment, mais de ces différentes directions, qui n'ont pas fait les réformes nécessaires, est très largement engagée. Alors moi je crois qu'aussi maintenant il faut interroger les deux camps. Il faut interroger les deux camps, voir la violence sociale qui a été opposée ces derniers mois aux salariés d'Air France. Alexandre de Juniac, qui est le patron d'Air France, le patron du groupe KLM Air France, même un peu plus que ça, rencontrait il y a quelques mois son collègue de Qatar Airways, à qui il racontait ses déboires avec les grévistes d'Air France. Mais il y a eu des grèves à l'Italia, il y a eu des grèves à la Lufthansa, il y a eu des grèves à British Airways, bref, il y a eu des grèves contre la restructuration dans toutes les grandes compagnies européennes. Et son patron de Qatar Airways ironisait auprès de M. de Juniac en lui disant chez nous, les grévistes, on les aurait tous mis en prison. Je dis bien tous mis en prison. Donc évidemment, quand vous partez sur un dialogue social de ce type, vous comprenez en partie la colère des salariés de cette entreprise qui, depuis 20 ans, ont le sentiment qu'on s'occupe mal d'eux. Antoine Medusier, pour la Suisse, il y a eu le cas de Swissair qui est tombé en faillite. Au début des années 2000, ça a été le grounding, c'est-à-dire le maintien au sol, faute de liquidité, faute d'argent pour faire marcher la compagnie. Ça a été une honte nationale, un peu comme, vous savez, ces pays où il y a une forte... identité justement sur une compagnie nationale, une compagnie nationale telle que Swissair, qui était le joyau vraiment industriel et commercial de la Suisse avec Nestlé et les pharmaceutiques. Mais ça n'a pas donné lieu à ce genre de scène. Alors il y a eu non, il n'y a pas eu ce genre de scène. Par contre, il y a eu, je crois, il y a eu des formes de condamnation en justice. Mais enfin, c'est allé jusqu'en justice contre les patrons. Donc, on a eu l'humiliation de passer en justice. Mais il y a en Suisse, et on s'en gargarise un petit peu, ce qu'on appelle la paix du travail, qui est l'un des 3 piliers sur quoi repose la Confédération, à savoir donc la paix du travail, le fédéralisme et la neutralité. La paix du travail, ça date juste avant la guerre, 1937, et ce sont ça fonctionne. Ça fonctionne toujours, sauf que avec la mondialisation, c'est un petit peu parfois ça chancelle un peu, et il y a des mouvements de grève parfois importants. Par exemple, en ce moment, la grève n'est pas encore déclarée, mais elle pourrait l'être dans le secteur de la construction. 80 000 travailleurs employés, c'est important. Il y avait eu dans ce secteur-là, en 2007, une grève qui avait duré quelques semaines. D'ailleurs, le chantier à l'époque des tunnels alpins, les plus grands chantiers du monde, voire de construction, qui avait été interrompu pendant 24 heures. Et puis par ailleurs, en Suisse, il y avait eu des chantiers paralysés. Et ça portait toujours sur la négociation
des conventions collectives. Donc il faut savoir que... Mais après, les gens, évidemment, se sont remis au travail. Et généralement, on évite soit les licenciements, les suppressions d'emplois. On s'arrange, on négocie évidemment sur les augmentations de salaire. Là, en ce moment, sur quoi repose la négociation et la difficulté concernant donc les travailleurs de chantier, c'est sur la retraite à 60 ans. Il faut savoir, donc, il y a l'aspect pénibilité. En Suisse, les maçons ont la retraite à 60 ans. Le patronat essaie peut-être de revoir ça pour augmenter le salaire. Et donc, sur quoi joue la négociation? C'est intéressant. Les salariés, les syndicats disent on veut garder la retraite à 60 ans, on est même prêt à prendre à notre compte, c'est-à-dire sur notre argent, le fait de la maintenir à 60 ans. Donc, on va cotiser un petit peu plus. Voilà, donc c'est ce type de deal qui se passe en Suisse. Alors pour en revenir au French bashing dont on parlait... Il y a le problème aussi en France, c'est que les syndicats sont relativement faibles, parce qu'il n'y a pas assez de monde qui est inscrit dans les syndicats. Donc la direction n'est pas face à un partenaire pour négocier qui représente la totalité ou une bonne partie des travailleurs dans une société. Ça c'est un gros problème dans ce pays. Et malheureusement, quand on a vu des conflits sociaux, souvent c'est parce que les syndicats sont sous-représentés. Donc vous avez certaines franges dans ces syndicats qui se croient du puissant et qui font ce qu'on a vu cette semaine, lundi, chez Air France. Vous êtes d'accord avec ça, Christine? C'est la faute aux syndicats alors, ou une sous-représentation? Je suis d'accord sur le fait que les syndicats en France sont effectivement peu représentatifs et n'ont très très peu d'adhérents. Et à partir de là, effectivement, on n'a pas de partenaire de négociation. Et ça, c'est important. Mais je voudrais revenir une seconde quand même sur la responsabilité de l'État actionnaire en France, par rapport aux entreprises publiques, certes, parapubliques ou celles comme Air France qui ont encore 17% de l'État au capital, ou même par rapport aux très grosses entreprises qui dépendaient des contrats de l'État français. Elles ont été habituées à être chouchoutées, j'allais dire, pendant toute la période où il n'y avait pas de concurrence, même européenne, où l'État les protégeait, j'allais dire, des agresseurs étrangers et leur fournissait des gros contrats. Comme ça. Voilà, il y avait une sorte de chasse gardée. Et l'État ne les a pas préparés à l'ouverture à la concurrence. Et c'est vraiment typique pour Air France. C'est-à-dire qu'effectivement, depuis 20 ans, il fallait préparer Air France à l'arrivée de la concurrence étrangère, des low cost. Et voilà. Et le risque, c'est que Air France se retrouve aujourd'hui comme une compagnie en deuxième division, en Ligue 2, et qu'elle soit un jour absorbée par Lufthansa ou un étranger, de même que Alcatel vient de l'être par Nokia, de même que Holcim vient d'attaquer Lafarge, enfin d'absorber Lafarge, ou Alstom, voilà, j'allais le dire, Alstom par General Electric. Donc Air France est vraiment en grand risque de subir le même sort aujourd'hui. Alors on a vu ces images donc, qui ont fait le tour des télévisions et des médias. Il y a d'autres images qui ont fait le buzz, si on peut dire comme ça, sur les réseaux sociaux, notamment sur le réseau Facebook. C'est une sorte d'allusion au non-dialogue social, si je peux le présenter ainsi. On y voit, vous allez voir, c'est une hôtesse d'Air France qui... cette vidéo est devenue totalement virale en quelques jours, des centaines de milliers de vues. Cette hôtesse s'adresse justement à la direction d'Air France, et cela se passait quelques minutes avant la tenue du comité central de direction, donc lundi matin, et donc avant que la situation ne dégénère. Je vous propose qu'on regarde cette séquence, et vous allez voir, ça nous en a rappelé une autre qui date d'il y a quelques années. Regardez. Nous, on les a fait, les efforts. Nous, on a fait des efforts. 4 ans sans rien. Et c'est nous qui traquons. Et on nous redemande aujourd'hui d'être gentils et de comprendre et que les acquis, ça évolue. Et que quelle politesse. Est-ce qu'on aurait le droit de dialoguer, de parler? On aimerait pouvoir avoir un retour, une discussion. On ne prenait même pas nous-mêmes en considération. Prenez-nous de haut, monsieur. Prenez-nous de haut, monsieur. Mais lui, ça va les couilles, tu touches 20 000 € par mois, là. Mais oui, il s'en fout. Moi, je touche 1 800 €. C'est ça qui ruine Air France. Mais lui, il s'en tape de toi, lui. C'est ça qui ruine Air France. On n'est pas venu chercher le conflit, messieurs. Non, moi, je rentrerai pas. Non, je rentrerai pas là-dedans. Ça, je mettrai plus les pieds dans cette tôle, là.
Vous rentrez y, vous allez voir quel bordel que c'est. On est dégueulasse jusqu'à là, on est toutes noires, hein, faut le voir. Vous. Bien sûr, les bonnes femmes qui sont dans les bureaux, elles s'en foutent là. Faillotte avec le patron, c'est tout ce qu'elle cherche faire de toute façon alors. On va pas tout résoudre aujourd'hui. On fera y arriver, l'imposer. De toute façon, c'est fini maintenant, on pourra plus rien avoir. C'est pas vrai, pas avec le patron, avec. Je disais ça il y a 3 semaines et plus un jour. C'est une étape, c'est pas... oui. C'est pas fini. C'est bien ce qu'il a perdu, lui. Va te faire pas pire. C'est pas fini, c'est une étape. Il a dit chez Mondeur, ça sera plus jamais comme avant. Tu vois, moi, il faudra que les travailleurs... C'est assez incroyable, cette confrontation des images. Hein. Cette femme que l'on vient de voir, c'est une certaine Jocelyne, ouvrière, donc en 1968, aux usines Wonder, à Saint-Ouen. Scène anthologique, filmée à l'époque par des étudiants en cinéma, et donc réutilisée, pour être tout à fait précis, dans un documentaire d'Hervé Leroux en 96, qui s'intitule Reprise, et qui justement a cherché à retrouver les acteurs de l'époque de cette crise. Alors, tout a changé en 47 ans ou rien n'a changé? Hélas, pas grand-chose a changé au vu des images. Et c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est de voir que c'était l'usine Wonder, qui à l'époque était aussi un genre de fleuron de l'entreprise française, de l'industrie française. Qu'Air France est un fleuron de l'entreprise française, de l'image de la France aussi, bien entendu. Et que donc là, on est dans une situation où on voit bien que les erreurs du passé finissent toujours par être payées cash. Et cette absence de dialogue social à Air France, cette capacité qu'a la direction de l'entreprise à opposer les salariés les uns aux autres, double, je trouve, et on le retrouve dans ces images de vendeurs, d'une forme aussi de violence sociale qui s'est exacerbée. J'ai été très choqué dans votre montage tout à l'heure, en introduction de ce sujet, de voir Emmanuel Macron qui qualifie les personnels d'Air France de stupides. Je trouve qu'il est le ministre de l'économie, il est dans Manuel Valls a dit voyou. Manuel Valls a dit voyou, il a dit comportement de voyou, pour être très précis. Donc là, aussi bien Manuel Valls qu'Emmanuel Macron sortent de leur rôle, qui devrait être au contraire de faciliter la reprise d'un dialogue à Air France, qui effectivement a repris depuis, pour être tout à fait clair, des négociations ont repris. Et effectivement, dans le calme. C'est certainement 20 ans d'erreur qu'il faut passer à la paille de fer maintenant et réfléchir à l'avenir de cette compagnie. Alors Antoine, par rapport aux images qu'on a vues, c'est très intéressant parce qu'on a l'impression vraiment que les syndicats et le patronat sont les meilleurs ennemis du monde en France, et des situations qu'on ne retrouve pas ailleurs, notamment en Suisse. Alors évidemment, ce sont des questions culturelles. On est au cœur de questions culturelles. Hein. La culture suisse n'est pas du tout la même que la culture française par rapport à ça. On a l'impression que les syndicats, les salariés sont toujours en train de se dire que le bien pour lequel on travaille, ce n'est pas le nôtre. C'est-à-dire qu'il faut toujours gagner quelque chose et que le bien appartient au patron. À mon avis, c'est une erreur, c'est une vision erronée qui fait que, en tout cas intellectuellement ou philosophiquement erronée, qui fait qu'on est toujours en situation de quémander quelque chose. Or, par exemple, en Suisse, même s'il y a une hiérarchie qui pourra paraître tout aussi marquée, même si aujourd'hui, vous avez pu constater que le nouveau management, c'est de lisser le plus possible justement les hiérarchies. Mais cela dit, ce qui apparaît en Suisse, c'est que dans toute entreprise, le plus petit va se sentir totalement membre de l'entreprise et va se sentir presque, je ne vais pas dire l'égal du patron, mais il va dire que moi, ce que j'apporte autant dans cette entreprise que le patron. On est beaucoup plus à la japonaise, si vous voulez, même si on est quand même très loin de l'esprit japonais en Suisse, mais on est en tout cas plus proche qu'on ne l'est en France. Donc il y a cette manière de dire c'est un bien commun, c'est à nous. Et le dialogue doit être maintenu, évidemment, et le dialogue est consubstantiel à l'esprit d'entreprise. C'est étonnant ce que vous racontez. Je ne sais pas si c'est applicable à la France. En tout cas, on a vu ces images. Christine, votre réaction, c'est terrible quand elle s'adresse à eux et ces hommes... Bon, voilà, une femme, et parce qu'on est deux sur ce plateau, mais une femme qui s'adresse à ces hommes qui tournent le dos, c'est affreux comme image. C'est assez effarant, effectivement. Mais j'ai peur que, indépendamment du sexe des gens qui s'opposent, qu'il y ait de plus en plus de confrontations de ce genre, parce que comme vous le disiez tout à l'heure, à l'instant, en Suisse, le salarié de base se sent aussi utile que le patron, mais en Suisse même, déjà maintenant, les rémunérations indécentes de certains patrons, ou des parachutes dorés, ou des packages, etc., commencent à choquer de plus en plus les salariés. Alors même en France, où les inégalités ne se creusent pas, ces salaires indécents commencent à creuser quand même une sorte de... disons, casse la cohésion sociale. C'est-à-dire qu'autrefois,
entre le patron et le salarié, il y avait au maximum 40 fois le salaire du patron, du dirigeant, directeur général, je ne parle pas de l'actionnaire, était à peu près 40 fois au maximum le salaire du SMICAR. Aujourd'hui, ça peut être 200 fois, 300 fois, 500 fois. Et je crois que les quelques dirigeants, parce qu'il n'y en a pas tant que ça, dans tous les pays du monde, aux États-Unis, ça commence à venir aussi, ça arrive en Suisse, ça arrive en Allemagne, ça arrive en France, je ne sais pas trop en Grande-Bretagne, j'ai pas entendu parler d'affaires comme ça, mais on est en train de casser la cohésion sociale. Et effectivement, je crains que des manifestations de ce genre, on en retrouve de plus en plus parce que tout le monde ne se sent pas rémunéré en fonction de son travail. On parle d'écarts de salaire, mais là aussi, les questions de suppression d'emplois. Il y a ce plan 2900 suppressions d'emplois. Le Canard enchaîné en annonçait 5000. La direction a démenti depuis. Est-ce qu'il n'y a pas là aussi cette violence sociale qui s'accentue au fil des années? Parce que, quelque part, pour parler des réactions politiques en France, à gauche, à l'extrême gauche, pour ne pas le citer, M. Mélenchon a dit on s'offusque devant des chemises qu'on arrache, mais est-ce que la vraie violence, c'est pas la suppression des emplois? Non, mais, c'est un journaliste britannique que je pose la question. Il n'est absolument pas crédible dans ce qu'il dit. Où allons-nous avec une phrase pareille? C'est pas possible. Pour revenir sur la dame qui parlait, les deux dames, je vous expliquerai à mon avis ce que c'est. Nous sommes dans une situation maintenant où il y a une espèce de fossé entre la direction d'une société et les travailleurs d'une société. Ça, c'est un fait, où les travailleurs pensent qu'ils n'ont aucun contact avec les directeurs qui sont dans un autre monde et qui ne comprennent absolument pas les conditions dans lesquelles ils travaillent. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que puisqu'il y a une représentation syndicale qui est de plus en plus faible en France, les travailleurs, comme ces deux dames, surtout maintenant par rapport à 1968, pensent que pour se faire entendre, il faut qu'elles parlent elles-mêmes, parce qu'elles n'ont pas la représentation syndicale qu'il faut, qui va les représenter face à une direction qui ne sait pas trop ce qu'il fait et qui est complètement en dehors de la réalité vis-à-vis de leurs conditions de travail. Et donc, nous sommes dans une situation où c'est un dialogue un peu de sourds. J'ai beaucoup de sympathie pour ces pauvres dames qui travaillent, qui se sentent qu'ils font le sale boulot dans une société, et à la fin de la journée, quand la société doit virer du monde, c'est elles qui sont les premières à partir. Donc, ça, c'est toute une question en France qu'il faut régler. Et la troisième chose, c'est que je ne suis pas nécessairement d'accord que ce ne sont pas des idiots, ces personnes qui sont rentrées dans la pièce, mais il ne faut pas mélanger tout le monde. Ceux qui ont attaqué les dirigeants d'Air France, ce n'est pas des gens très intelligents, ils ne devraient pas le faire. Donc, idiots peut-être pas, mais je trouve qu'il y a un comportement à avoir, même dans une discussion sur l'avenir d'une société, et attaquer les gens, mais pour quelles raisons et qu'est-ce qu'on va obtenir? Ça ne va pas dire, puis ils vont dire après, finalement on s'est planté, on ne va pas faire le plan social. Alors, je voudrais terminer sur ce dossier parce qu'on a d'autres images fortes à commenter sur cette semaine, décidément assez riche en actualité, pour parler de ce qui s'est passé cette semaine en Belgique avec une manifestation monstre, 10 000 personnes à Bruxelles. Là aussi, le dialogue social, ou en tout cas la grogne sociale, a tendance à prendre de l'ampleur. Depuis un an, près 100 000 personnes dans la rue à Bruxelles cette semaine. Et c'était la 15e manifestation de ce genre en un an. Depuis l'entrée en vigueur de cette nouvelle coalition dirigée par Charles Michel. Nous y reviendrons là aussi sans doute dans nos prochains kiosques. Alors l'autre image forte cette semaine, elle nous vient du Parlement européen. C'est une sorte de joute oratoire, si on peut dire comme ça, entre Marine Le Pen d'un côté et face à elle, François Hollande et Angela Merkel. On regarde. Merci Madame Merkel de nous faire le plaisir de venir aujourd'hui avec votre vice-chancelier, administrateur de la province France. Monsieur le vice-chancelier, j'aurais aimé pouvoir vous appeler Monsieur le Président de la République, par respect pour votre fonction, mais pas plus que votre prédécesseur, vous n'exercez cette présidence. Je voudrais dire, lorsqu'on a entendu les derniers orateurs, qu'il faut faire preuve d'un petit peu d'optimisme et ne pas sombrer dans la dépression, je voudrais dire que nous avons également engrangé des succès en tant qu'Europe. Ce que j'appelle ici, ce n'est pas l'abandon de la souveraineté, c'est la souveraineté. Et la souveraineté n'a rien à voir avec le souverainisme. La souveraineté européenne, c'est être capable de décider pour nous-mêmes et d'éviter que ce soit le retour au nationalisme, au populisme, aux extrémismes qui nous imposent aujourd'hui d'aller dans un chemin que nous n'avons pas voulu.
Voilà, je vois beaucoup de têtes qui hochent là sur le plateau de Kiosque. Vous avez envie de réagir. Qui marque des points dans ce genre d'échange? Est-ce qu'il fallait que François Hollande et Angela Merkel répondent comme ça du tac au tac à Marine Le Pen? Jean Stern? Certainement. Et je dois dire que dans cette petite séquence qu'on voit là, il y a une chose qui est nouvelle dans la bouche de François Hollande, c'est qu'enfin, il nous parle d'Europe. Enfin, il nous parle d'Europe. Et c'est très paradoxalement dans une réponse à la personne qui est probablement aujourd'hui la plus anti-européenne de la scène politique française qu'il réussit à nous parler d'Europe en faisant une différence qui est utile, à mon avis, pour l'opinion publique entre la souveraineté et souverainiste. Et ça me semble extrêmement important dans la petite séquence que vous montrez là. Il a besoin de parler d'Europe parce qu'au fond, aujourd'hui, l'Europe est dans une recomposition politique générale avec une montée de l'extrême droite dans de très nombreux pays. Nous avons des élections municipales aujourd'hui en Autriche, dont on peut craindre le résultat, notamment à Vienne, qui pourrait basculer à l'extrême droite. Mais on a aussi une montée des forces de gauche dans l'Europe du Sud, en Italie, en Espagne, en Grèce et au Portugal la semaine dernière. Donc on voit bien que... Redistribution des cartes politiques. Oui, cette redistribution des cartes politiques, mais au milieu du jeu, les deux grandes forces politiques qui sont la droite allemande et la social-démocratie française, ou on pourrait dire la droite française et la social-démocratie allemande. C'est-à-dire que dans ce jeu à 2 pays, à 4 forces politiques, il était très important que la parole soit reprise. Et d'une certaine manière, en répondant à Marine Le Pen, François Hollande a repris la parole et on peut la saluer puisque c'est au nom de l'Europe. Marine Le Pen, c'est aussi une parole qui se libère. Oui, mais je suis quand même surpris de l'analyse des fois qu'on fait en France des choses. Mais, alors dites-nous. Mais par exemple, on est souvent dans le drame ou dans la douleur. C'est-à-dire, et on lit des choses dans la douleur. C'est-à-dire qu'on va prendre des décisions là-dessus. Tout à l'heure, les 2 salariés d'Air France, ou la salariée d'Air France et puis celle de Vondair. Alors, sur la base de cette douleur qui est exprimée et qui mettrait fin à toute discussion, le gouvernement va venir, grand seigneur, et va prendre une décision. Là, vous dites que on a parlé d'Europe. Je ne vois pas du tout où il a parlé d'Europe. Il a juste dit quelque chose de très important et qui va peut-être lui redonner la main, en effet, c'est que Madame Le Pen met en danger la démocratie. C'est le mot, à mon avis... Il a répondu au nom de l'Europe, si je peux me permettre. Oui, mais il a répondu au nom de l'Europe, mais il répond surtout au nom de la France, parce que c'est la France qui est en danger dans cet enjeu. Et donc là, il répond donc à Marine Le Pen en lui disant « Vous n'êtes pas une démocrate ». Et à mon avis, ça coupe le dialogue, pour le coup. Ça coupe le dialogue, il reprend en tout cas momentanément la main. Mais je me demande aussi si nous, nous n'allons pas nous illusionner par rapport à ça, parce que est-ce qu'on n'est pas dans le wishful thinking? Est-ce qu'on n'est pas un peu la méthode Coué? On se dit, mais ça y est, il gagne, il va gagner. Et on essaye de se raccrocher aux branches, finalement. On lit dans c'est un chroniqueur bien connu de Téléops, du Nouvel Ops, qui dit il l'a mise KO. Il l'a mise KO. Est-ce que vraiment il l'a mise KO? C'est pas sûr. Par ailleurs, on lit aussi pourquoi c'est accablant pour Sarkozy. Tout de suite en France, on va rechercher à faire de la politique. On va dire ah ben c'est bon pour Hollande. Et alors que c'est surtout pas ça qu'il faut faire. C'est bon pour Sarkozy et pour Hollande. Il ne faut pas chercher à diviser le camp démocrate. Et on retombe toujours dans ces travers qui font tout le sel de la démocratie française. C'est pas bon aussi pour le Front National. Alors, en tout cas, elle a bien saisi l'occasion. 2 minutes 30 de tribune, c'était rêvé pour Marine Le Pen. Et avoir en face d'elle à la fois le président français et la chancelière allemande. Je crois que Marine Le Pen a le sentiment d'avoir gagné. Et en tout cas, dans son camp, ils étaient triomphants après ça. Ne serait-ce que parce qu'elle sait... D'abord, elle a osé. Donc même son père a retweeté ou mis sur son compte Facebook, sur sa page Facebook, la vidéo de sa fille. Alors qu'ils sont censés être fâchés. Ça veut dire que c'est considéré dans son camp comme un grand coup. Mais surtout, elle s'est placée en dialogue, ou plutôt en confrontation avec Hollande, comme si les Républicains n'existaient pas. C'est-à-dire qu'on est presque en position de 2e tour où elle serait contre Hollande, et puis le reste de la droite, il n'y en a plus, il n'y a plus que elle, quoi. Et ce qui est quand même, je trouve, un peu réconfortant, en dépit de ce que vous disiez, c'est de voir que François Hollande, dans les circonstances, quand elles sont dramatiques, dans les circonstances, que ce soit pour Charlie, que ce soit quand il joue au chef de guerre,
est d'un seul coup écouté, audible. Il redevient audible. Je ne sais pas si vous avez vu à quel point sur les réseaux sociaux, et notamment chez les jeunes, j'ai un fils de 18 ans, il m'a envoyé la vidéo de Hollande en me disant « Maman, il m'a bluffé ». Bon, je trouve que c'est bien, effectivement, d'avoir placé Marine Le Pen, d'avoir envoyé Marine Le Pen dans le camp des non-démocrates. C'est la seule manière, effectivement, d'essayer d'éviter qu'elle fasse plus de 30%. François Hollande, qui ne s'est pas encore déclaré pour la prochaine présidentielle, mais on sent quand même des parfums de campagne, là, hein, Philippe Turle. Oui, c'était... en fait, moi, je ne suis pas pessimiste, mais je ne suis pas sûr que ni l'un ni l'autre a gagné. Parce que je pense que ceux qui aiment Marine Le Pen vont dire que Marine Le Pen était plus forte parce qu'elle a dit des choses, elle a osé. Marine Le Pen, qui n'a rien à envier de son père autrefois, on la voit aussi vulgaire, aussi dure, aussi peu respectueux de l'Europe, de la position de François Hollande et d'Angela Merkel. Donc c'était une tribune pour elle qui est du pain béni. Donc évidemment, ceux qui soutiennent Marine Le Pen vont dire qu'elle a gagné. Ceux qui soutiennent François Hollande et qui soutiennent les partis traditionnels en France vont être contents de voir que pour une fois, François Hollande a réagi. Et il est vrai qu'il a très bien réagi. Il a bluffé pas mal de monde. Moi, j'aimerais bien que François Hollande soit un peu plus comme ça, plus souvent. Et c'est le mot démocratie qui était le mot qui a tué, je pense, dans ce débat, Marine Le Pen. Parce qu'on l'a vue souriante au début parce qu'elle l'a énervée, mais à la fin, je pense que ça l'a un peu embêté qu'il dise ça parce qu'elle ne veut pas que les gens pensent que c'est quelqu'un qui est contre la démocratie. Donc, ceux qui soutiennent Marine Le Pen vont autant voter pour Marine Le Pen. Ceux qui soutiennent François Hollande vont dire c'est François Hollande qui a gagné. C'est quand même important de se dire que c'est un jeune qui a montré, votre fils, qui vous a montré la vidéo. Pourquoi ? Parce que le sondage du JDD de ce matin nous indique que 42% des jeunes de 18 à 24 ans risquent de voter Marine Le Pen. Et donc la remobilisation des jeunes, si ça sert à ça, ce sera déjà une bonne nouvelle. Ouais. Voilà, donc on est déjà en pré-campagne, on l'a bien senti avec ce qui risque de se passer dans les prochains rendez-vous entre hommes et femmes politiques. On va passer maintenant à cette campagne, cette semaine. Nous sommes des victimes. Voilà donc des paroles de parents, des parents dont les enfants ont répondu à l'appel du djihad, soit sur le front syrien ou irakien. Ils sont partis, certains d'entre eux n'en reviendront jamais. C'est donc une nouvelle campagne qui a été lancée cette semaine par le gouvernement français sur plusieurs chaînes de télévision, dont TV5 Monde. Le départ de Léa s'est passé une belle journée. Elle a pris un sac à dos, une écharpe. Et depuis ce jour-là, Léa a disparu. On n'a rien vu. On n'a rien compris. C'est elle qui nous a appelés, qui nous a dit « Papa, maman, je vais vous faire du mal. » Et je suis parti. Je suis parti en Syrie pour faire le djihad. Et là, vous avez toute la terre qui vous tombe dessus. Mon mari était parti se promener. Il reçoit un appel de Syrie. Il dit « Ah, mon fils m'appelle. Enfin, je vais entendre mon fils. » Il décroche le téléphone et c'était un Syrien qui le félicitait parce que son fils était tombé martyr. Et quand on vous annonce la mort de votre enfant, on ne vous donne pas son nom véritable, on vous donne son nom de combattant. C'est comme si vous n'étiez plus le parent de cet enfant-là. Peu importe les origines, peu importe la religion au départ, ça peut arriver à tout le monde. Vous êtes touché par ce drame, vous n'êtes plus seul. Appelez le 0800 005 696. Voilà, une campagne signée par 3 femmes qui cherchent ainsi donc à porter assistance aux familles, sensibiliser l'opinion publique. Nous souhaitons aussi que ces témoignages aident les jeunes eux-mêmes tentés par cet engagement suicidaire à prendre conscience des souffrances qu'ils pourraient leur causer à leurs proches, des risques vitaux qu'ils prennent en se rendant là-bas. C'est ce que disent donc les 3 femmes à l'origine de cette campagne. Le nombre de jeunes Français candidats donc partis pour le djihad ne faiblit pas. C'est un phénomène donc, qui existe un peu partout en Europe. Est-ce que ce genre de spot télévisé peut avoir une influence et des résultats ? Ce style, on a vu beaucoup d'images dans cette émission avec de l'émotion. Là, c'est vraiment la carte de la familiale, l'argument familial peut jouer, vous pensez, je crois qu'il faut faire des campagnes de ce genre, même si elles ne touchent pas les jeunes. Elles touchent les parents. Visiblement, elles toucheront des parents. C'est-à-dire des parents qui pourront essayer d'empêcher que leurs enfants, peu à peu, se radicalisent. Mais on est surtout dans une société dont les jeunes sont en quête de sens.
ou le nihilisme, ou le narcissisme, ou la technologie qui tourne sur elle-même font qu'ils n'ont pas de grande cause. On ne leur donne pas de cause à laquelle adhérer. La France ne donne pas cela, l'Europe ne donne pas cela. Et donc, tous ces jeunes sont tentés par, par cette radicalisation parce que c'est une quête de sens. Et la seule manière qu'ont les parents de les empêcher de partir, c'est de les écouter davantage, de les élever d'une autre manière. C'est très difficile, mais je pense que si ces spots ne fonctionnent pas, il faudra en faire d'autres, mais il ne faudra pas se résigner. Il faut qu'on continue à se battre contre cette radicalisation. Je crois que quand il y a un jeune tué en Syrie ou en Irak, il y en a 2 qui y vont. Donc le combat, il est loin d'être terminé et il faut tout essayer. Des candidats au djihad en Grande-Bretagne, c'est aussi un phénomène auquel vous devez faire front. C'est vrai qu'on a eu pas des moines, parce que celui qui exécutait les otages, c'était un Britannique qui était identifié en tant que tel, qui travaillait dans l'informatique, qui est parti là-bas, qui s'appelait Jihadi John. Donc c'est un phénomène malheureusement qui touche pas que la France, mais qui touche beaucoup de pays en Europe et dans le monde. Je pense que c'est une bonne idée de commencer une campagne comme ça. Au moins, c'est un début. Et il est important aussi, je pense, que les parents soient au courant que ça peut exister. Parce qu'on a tendance à croire que ça existe qu'aux autres, qu'aux familles d'origine musulmane, peut-être avec des enfants, mais pas aux Français, n'importe quelle famille. Donc, du moment où on peut dire aux gens, ça peut vous arriver, peut-être ça va réveiller certains parents pour qu'ils commencent à regarder leurs enfants autrement, en disant, est-ce qu'ils saluent les femmes, est-ce que ma fille, elle porte toujours du maquillage? Voilà, des petits signes comme cela, ça peut éventuellement aider. Si on ne sait rien, si on pense que ça n'arrivera jamais, on ne va jamais faire attention, et malheureusement, un jour, ça sera trop tard. Alors, je voudrais qu'on regarde, parce que la France avait lancé, il y a quelques mois, en fait 3 semaines après les attentats de Charlie, une première campagne. On va écouter, c'était tout à fait dans un autre style. Voilà, on le comprend, là, cette campagne reprenait vraiment les codes de propagande du groupe État islamique, de la musique lancinante, des défilés militaires, des messages bien clairs, la fierté des combattants qui viennent rejoindre. Alors voilà, là on est sur le mode de communication complémentaire, j'imagine. Votre avis sur... Alors moi je pense que ce qui est fait, là, les clips qui viennent de sortir sont très bien faits. En effet, c'est peut-être plus destiné aux familles qu'aux enfants ou qu'aux jeunes adultes. Et puis, c'est intéressant, en Suisse, ils viennent de faire une étude, parce que la Suisse est aussi touchée. Il y a 75 cas de djihadistes partis ou candidats au djihad. Et ils ont fait une étude là-dessus, et ils se sont rendus compte que ça touchait beaucoup de jeunes qui soit avaient grandi sans père, l'absence de père, soit un père très autoritaire. Alors voilà, ça, par exemple, c'est une donnée. Parmi ces 75 personnes, 12 étaient des convertis à l'islam, donc la majorité n'était pas convertie en l'occurrence. Et 20 cas s'étaient radicalisés, propagande sur le net. 13 autres expériences de guerre précédentes dans les Balkans. Et 13 autres encore étaient rattachés à des groupes salafistes. Donc, mais évidemment, la Suisse est aussi touchée elle a été touchée après coup, après la France, mais elle est très attentive à ce qui se passe. Et par contre, il n'y a pas encore de ligne téléphonique ouverte en Suisse à ce sujet. Alors là, on est toujours dans le pragmatisme très, très helvétique, c'est-à-dire parce qu'on dit faudra engager du personnel pour la ligne téléphonique. Voilà. Alors, donc, les instruments sont en train d'être mis en place, en tout cas. Jean Stern, votre réaction par rapport à ces 2 campagnes? Est-ce qu'on trouve les instruments pour endiguer ce phénomène, ce fléau? Si on se place d'un point de vue strictement des parents, en général, on sait bien que les parents sont les plus mal placés pour parler aux enfants et leur faire la leçon, et que cette manière de prendre le message par le parent n'est pas forcément la plus efficace en termes de message pour les adolescents et les adolescentes, puisqu'il y a beaucoup de filles qui sont tentées... 40% aujourd'hui en France, selon les derniers chiffres. Les chiffres qu'on dispose, c'est très important, le pourcentage de filles qui partent, souvent très jeunes, 15-16 ans. On a eu plusieurs exemples à Toulouse, à Nice, du côté du
Havre, etc. Donc, face à la dissémination de ce phénomène, il est clair que la société doit avoir une réponse et que nous, probablement, médias, nous devons en avoir une autre, c'est-à-dire poursuivre sans relâche le travail d'information et d'enquête, autant que faire se peut, évidemment, sur les exactions de l'État islamiste, sur ce qui s'y passe réellement sur le terrain, mais aussi, dans le même phénomène, raconter ce qui passe du côté de Damas, du côté du régime syrien, les exactions très importantes qui sont commises par ces régimes, pour donner aussi du contexte géopolitique à cette affaire, qui n'est pas juste une affaire de séduction des jeunes Européens en Belgique, en France et ailleurs, par ce conflit, mais aussi le sentiment de jouer une partie de l'histoire dont ils n'ont pas forcément toutes les règles et toutes les clés. Je pense que notre devoir est de leur donner. Il y a des instruments légaux aussi. D'ailleurs, cette semaine en France, les députés ont décidé de remettre en place cette autorisation de sortie pour les mineurs. Il y a des instruments légaux et il y a une famille d'un soldat syrien, c'est une affaire très intéressante, qui a porté plainte contre l'exécuteur supposé de son soldat, qui a été montré à la télévision, qui c'est d'origine française, et donc la plainte a été déclarée recevable à Paris. Voilà des formes d'action qui sont très importantes, puisqu'on sait bien que même si le droit dans ce genre d'affaires c'est une toute petite chose, c'est quand même aussi une chose centrale. Justement, parmi ces candidats au djihad, on parlait du prix Nobel de la paix qui a été attribué à la Tunisie. On sait qu'en Tunisie, ils sont aussi très nombreux, plusieurs milliers. Je crois que c'est le pays qui fournit entre guillemets le plus de jeunes djihadistes. Il semble que ce soit même le Maroc plus que la Tunisie, d'après les informations dont je dispose. Vous pensez que le fait d'attribuer ce prix Nobel de la paix à la Tunisie peut aussi porter un message? Ah, très certainement, un message de dialogue en tout cas. Et ça me semble évidemment fondamental dans le monde arabe et dans le Maghreb d'aujourd'hui. On va regarder ensemble, comme on le fait évidemment à chaque fin de kiosque, les dessins de Dilemme, la semaine de Dilemme. Dilemme qui revient sur la crise à Air France, suppression d'emplois chez Air France. Mesdames et messieurs, le pilote automatique vous souhaite la bienvenue à bord. On n'est pas très rassurant tout ça. Peut-être un dessin pour Christine. Autre dessin, l'actualité vue par Dilemme. Nadine Morano continue de citer De Gaulle. Je me casse à Londres. Voilà, Nadine Morano qui a été donc suspendue du parti Les Républicains suite à ces déclaration qui évoquait la France comme un pays de race blanche. Une nouvelle intifada, nous dit Dilemme, cette nouvelle intifada que l'on suit depuis plusieurs semaines au Proche-Orient. On voit, ce ne sont plus des pierres, mais des attaques au couteau meurtrières depuis quelques jours, avec, on sent une tension à nouveau très très vive dans les territoires et partout ailleurs dans la région. Autre dessin, signé Dilemme, prix Nobel de la paix donc pour les démocrates tunisiens. Voilà, tout est dit dans cette image, difficile de la commenter, elle parle d'elle-même. Voilà, ce sera pas facile, hein, Jean Stern, de rester sous cette étiquette de Nobel de la paix pour la Tunisie. En tout cas, une lueur d'espoir peut-être pour les Tunisiens. Et puis... on en parlait au début de cette émission, ce double attentat suicide hier à Ankara en Turquie, une centaine de victimes, 200 blessés, carnage en Turquie avec ce drapeau turc qui saigne. Voilà, c'était la semaine de Dilemme. Merci à tous d'avoir participé à cette émission. Vous pouvez évidemment nous retrouver sur Facebook, sur notre site et tweeter autant que vous voulez pour réagir aux déclarations et aux points de vue et aux prises de position de nos invités. Sinon, évidemment, la semaine prochaine, vous retrouvez Sylvia Garcia. Pas d'inquiétude, hein. Vous retrouverez Sylvia et je vous souhaite évidemment une bonne semaine à vous tous. Merci et restez sur TV5 Monde, bien sûr.